Suite et deuxième épisode d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Blaise Pascal, en compagnie aujourd'hui du philosophe Jean-Pierre Clairaut, qui enseigne à l'université de Rouen et qui est notamment l'auteur de Pascal, figure de l'imagination, paru aux presses universitaires de France en 1994, et plus récemment d'une synthèse sur Pascal aux éditions Atlante. Bonjour Jean-Pierre Clairaut. Bonjour, bienvenue sur France Culture. Alors, c'est d'imagination, la maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, que nous parlerons aujourd'hui. C'est d'elle, en tout cas, que nous partirons pour arpenter ses fragments, ses pensées. Mais d'abord, Jean-Pierre Clairaut, je voudrais avoir votre sentiment sur le dernier vers mystérieux, énigmatique, d'un poème fameux de Baudelaire, Le Gouffre, qui vous est lu en direct tout de suite par Georges Claes. Pascal avait son gouffre, avec lui ce mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole. Et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu, de son doigt savant, dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres. Et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. À ne jamais sortir des nombres et des êtres. Voilà le dernier vers d'un poème qui commence par « Pascal avait son gouffre, avec lui ce mouvant ». Le premier vers, on comprend ce qu'il veut dire. Mais la fin, « À ne jamais sortir des nombres et des êtres ». Jean-Pierre Clairaut, selon vous, est-ce un souhait ou un regret ? Alors vraiment, je ne sais pas. Et voilà, personne ne sait. Personne ne sait. À coup sûr, ce gouffre, on voit bien à quoi il peut faire allusion chez Pascal. On voit bien, par exemple, ce gouffre du péché, la chute d'une certaine façon, mais aussi on voit, à travers cette notion de gouffre, les deux infinis, enfin l'infini de grandeur, l'infini de petitesse. Et là, on peut évidemment donner un sens à cette notion de nombre, puisque le nombre est éminemment quelque chose qui va permettre à Pascal de faire le lien entre ces infinis, de les rapporter, par exemple, les uns aux autres. Est-ce que l'infini déjoue la numération, le nombre, excédant le nombre, puisqu'il est infini, ou est-ce qu'au contraire, le nombre nous y conduit ? Parce que derrière ça, il y a la question de savoir jusqu'où va la raison, puisque la démarche de l'apologiste, on l'a vu hier avec Gérard Ferrérol, c'est que la raison doit conduire à un au-delà d'elle-même. Oui, Pascal, d'une certaine façon, lorsqu'il traite de l'infini, ne pense pas que cet infini soit nécessairement complètement en dehors de la raison. On peut, d'une certaine façon, l'atteindre, cet infini. On a des moyens pour le traiter, d'une certaine manière. Et le mathématicien qu'était Pascal savait, d'une certaine façon, traiter cet infini. Et il savait, par exemple, lorsqu'une figure se présentait mal parce qu'elle était faite, en quelque sorte, de choses qui ne se prêtaient pas à la division, on peut justement pousser cette division complètement à l'infini. Donc c'est quelqu'un qui sait manipuler, si j'ose dire, l'infini. L'infini n'est pas seulement quelque chose qui dépasse la raison, qui est extrêmement douloureuse pour le travail rationnel. Le travail rationnel sait s'emparer, d'une certaine façon, de l'infini. Mais est-ce que ça n'est pas une défaite, enfin une défaite, est-ce que ça n'est pas, ou alors une marque de force d'esprit jusqu'à un certain degré seulement, finalement, de s'emparer de l'infini ? Est-ce que tenir le réel pour divisible à l'infini, effectivement, de fait, le réel est divisible à l'infini, est-ce que ça n'est pas manqué chez Pascal, comme plus tard chez Bergson d'ailleurs, ce qui en fait justement l'étoffe véritable, le caractère indivisible et mouvant justement, comme dit Baudelaire. Oui, l'infini du mathématicien, c'est un infini de méthode. Ça permet d'une certaine façon à la raison d'imaginer qu'elle est en train, d'une certaine façon, de posséder
cet infini, de la prendre à elle, d'une certaine manière. Bon, alors, est-ce que les modèles de la raison permettent exactement de dire ce que c'est que le réel? Certainement pas. Mais la raison peut quand même essayer d'ajuster, de s'ajuster à une certaine réalité, en faire quelque chose. Mais s'ajuster à une certaine réalité, que reste-t-il de la réalité, chez Pascal, quand on se contente de la raison pour la saisir, Jean-Pierre Clairaut? Qu'est-ce qu'on saisit? Qu'est-ce qu'on attrape? Est-ce que finalement ce ne sont pas des feuilles mortes? Est-ce que c'est, pardon Est-ce que ça ne sont pas, on n'a pas entre les mains uniquement des feuilles mortes, des reliques de réel, finalement, des souvenirs de réel, de la nature naturée, quoi? Oui, de fait, chez Pascal, comme vous le savez, il y a une structuration quand même en ordre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ces ordres, s'ils ne sont pas complètement en rupture très violente les uns par rapport aux autres, sont tout de même extrêmement marqués. Bon, et l'ordre qu'il appelle de la chair, qui en gros est de l'ordre de la sensibilité, est tout de même relativement distinct, d'une certaine façon, de l'ordre de la raison, qui elle-même est distincte d'une certaine façon de l'ordre qu'il appelle de la charité. Donc il est vrai que cette réalité atteinte par la raison n'est pas évidemment toute la réalité, loin de là. Hein. Et il y a une expression d'une certaine façon du réel qui en quelque sorte défie effectivement la raison. Et la raison doit essayer de s'ajuster à cela et un petit peu s'ajuster à une sorte de ligne de crête qui, en quelque sorte, la domine. Et est-ce que cette raison est un démenti à cet au-delà d'elle-même, ou est-ce que la raison est une voie d'accès vers cet au-delà? De façon générale, d'ailleurs, qu'est-ce qui distingue chez Pascal d'un jésuite en matière de traitement de la raison, utilisation de la raison? Oui. Qu'est-ce qui lui permet, en somme, quel usage fait cet homme qui était un mathématicien de génie, il faut le rappeler, hein, un inventeur prodigieux, un mathématicien de génie, un homme qui a asséché Marie Poitevin, qui a inventé l'omnibus, inventé la calculatrice, résolu l'ensemble des propositions d'Euclide à l'âge de 12 ans, découvert le vide, enfin bon, un génie absolu, un mathématicien prodigieux, qui est également l'homme qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Il y a un dépassement. C'est clair que dans un certain nombre de propositions de Pascal, dans un certain nombre de ses pensées, il y a un dépassement de la raison. Bon. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les symboles qui sont utilisés par les pensées sont complètement irrationnels. Mais il est vrai que la raison ne fait qu'essayer de s'y ajuster. Il y a une espèce d'élément irréductible, en quelque sorte, du discours religieux à l'égard de cette raison. Jean-Pierre Clairaut, on va parler aujourd'hui de l'imagination chez Pascal. Hein. Plus précisément, on va essayer de s'attarder un tout petit peu sur ce sujet redoutable chez Pascal. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est un préjugé qu'on peut avoir assez spontanément et contre lequel vous enseignez que les choses sont un tout petit peu plus subtiles qu'il n'y paraît. Le préjugé est le suivant, c'est que l'imagination, maîtresse d'erreurs et de fausseté, comme dit Pascal, fourbe, partie dominante dans l'homme, reine des puissances trompeuses, l'imagination semble devoir être opposée de façon frontale à la raison. Or, il ne faut pas le faire. Certainement pas. Non. D'ailleurs, il existe des fragments que nous allons peut-être lire qui montrent excellemment, je crois, que la raison, si elle est une puissance d'erreur, est en même temps, d'une certaine façon, quelque chose qui peut nous conduire, par une espèce de critique d'elle-même, à quelque chose qui ressemble à de la raison, à quelque chose qui ressemble à la vérité. Eh bien justement, écoutons l'un de ces fragments qui le dit mieux qu'on ne pourrait le dire. C'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l'était infaillible du mensonge. Mais, étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages. Et c'est parmi eux que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut, en toute chose, a établi dans l'homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses saints, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter, nier la raison.
Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses hôtes d'une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Elle peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l'envi de la raison qui en peut rendre ses amis que misérables, l'une les couvrant de gloire, l'autre de honte. L'imagination est donc maîtresse d'erreur et de fausseté, mais elle est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, Jean-Pierre Clairaut. C'est ça, c'est-à-dire que si elle était constamment fausse et universellement fausse, il serait très facile effectivement d'en prendre le contre-pied. On saurait ce que c'est que la vérité. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle est capable, en effet, de temps à autre, de faire quelque chose, de se critiquer elle-même. Hein. Il le dit très bien, elle fait croire, mais douter aussi. Elle fait nier la raison. Hein. Elle suspend les sens. Et on reconnaît évidemment là tous les caractères, par exemple, du cartésianisme. Au fond, ce que Descartes attribue à la raison, Pascal l'attribue exactement à l'imagination, qui d'une certaine façon peut se contester elle-même, peut se renier en quelque sorte elle-même, et fabriquer au fond elle-même une espèce de niveau par lequel elle va pouvoir en quelque sorte se contester. C'est la raison pour laquelle on en parle moins comme d'une faculté que comme d'une puissance. Voilà, on parle effectivement plutôt le vocabulaire est plutôt celui de la puissance que celui de la faculté, encore qu'il parle de faculté imaginante ou imaginative. Mais il est vrai qu'il traite de la question de puissance, c'est-à-dire que raison et imagination, comme vous le disiez très bien, ne sont pas opposés. Ce sont exactement les mêmes choses. Simplement, les mêmes éléments sont en cause. Simplement, ils ne sont pas considérés de la même façon. La raison serait plutôt une imagination qui, en quelque sorte, sait se contrer elle-même, sait se douter d'elle-même, se nier, en quelque sorte, elle-même, pour, justement, se prendre en compte et, éventuellement, à partir, au fond, de ce qu'elle a permis de dépasser, se restructurer autrement, se penser en quelque sorte autrement. C'est étonnant, Jean-Pierre Clairaut, parce que pendant que vous parlez, vos mains dessinent un millefeuille. Il faudrait vous filmer, parce que vos mains parlent aussi bien que vous, justement, de ce paradoxe de l'imagination. Malheureusement, nous ne sommes pas la télévision. Malheureusement ou heureusement, c'est vous qui l'avez dit, mais en tout cas, c'est très frappant de vous voir et de vous entendre décrire donc l'imagination comme se niant elle-même. Revenons un instant quand même sur cette différence essentielle à faire entre la faculté et la puissance. Alors, bien sûr, Pascal parle d'une faculté d'imagination, mais vous dites que, principalement, dans les pensées, le vocabulaire attribué à l'imagination est celui de la puissance. Définir l'imagination comme puissance, est-ce, chez Pascal, faire finalement éclater, exploser littéralement l'unité de l'âme, telle que Descartes pouvait la penser. Puisque vous avez dit qu'il faisait de l'imagination l'usage que Descartes faisait de la raison, mais est-ce que, en se servant de l'imagination comme d'une puissance, plus que comme l'ennemi à combattre, Pascal ne fait pas exploser l'unité du moi? Probablement. Mais ce qu'il fait, vous avez tout à fait raison, et c'est sans doute dans cette direction-là qu'il faudrait aller pour bien comprendre ce terme de puissance. Mais la notion de puissance est une notion dynamique. C'est-à-dire, c'est pas tellement une notion logique. La notion de faculté serait plutôt une notion à la fois psychologique et logique. L'âme pourrait être divisée en plusieurs facultés. C'est pas exactement ce que fait Pascal. Certes, il utilise bien aussi le terme de faculté, mais le terme de force lui revient constamment. C'est-à-dire que l'imagination est surtout quelque chose qui se caractérise par sa vivacité. C'est-à-dire que je donne tout d'un coup une espèce d'existence à quelque chose qui n'a pas de réalité. Et très exactement, l'imagination a ce pouvoir. Allez-y. Elle a très exactement le pouvoir de donner existence à ce qui n'est pas là, à ce qui peut-être ne sera jamais véritablement existant. Elle est très exactement dans cette espèce de paradoxe, dans cette contradiction. Mais est-ce que l'imagination, du coup, n'est pas le bras armé du divertissement, ce bandeau qu'on se met devant les yeux pour courir dans le précipice après qu'on soit empêché de le voir? Oui, ce qui fait le divertissement, qui est complètement inévitable, c'est le fait d'être constamment soumis à un certain relativisme. On ne peut pas fixer, d'une certaine façon, l'imagination. Parce que toute position implique toujours un rapport avec d'autres positions, que je le sache ou que je ne le sache pas. Il y a toujours une position qui est telle que un chef d'État
qui est en train de faire la chasse à courre, eh bien, va préférer tout d'un coup poursuivre le lièvre aux affaires de l'État. Hein. Et est-ce qu'il faut lui jeter la pierre, si j'oserais dire que c'est la preuve de la fragilité humaine? Certes, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Tout de suite, nous sommes complètement rivés à une émission et on ne pense plus ni à ce qu'on va faire tout à l'heure, ni à ce qu'on faisait il y a quelques instants. On ne peut pas faire autrement. Mais du coup, on fait souvent de Pascal le contempteur du moi, le contempteur de l'égocentrisme, le grand humiliateur de l'homme. Mais en même temps, ce que vous dites là de l'imagination, où l'on voit bien d'ailleurs que l'imagination peut être employée à prendre ses désirs pour des réalités, ou bien à s'intéresser davantage à une égratignure de son petit doigt plutôt qu'à la destruction du monde entier, comme dirait David Hume. Bref, l'imagination qui fausse le regard, qui nous fait prendre ce qui est pour ce qu'on est nous-mêmes, qui nous fait nous prendre pour le centre du monde, cette imagination donc maîtresse d'erreur et de fausseté, elle ne fait pas chez Pascal l'objet d'un jugement, mais plus d'une compréhension. Ah, tout de même, il dit bien, il la conteste tout de même, il dit quand même maîtresse d'erreur, c'est pas très flatteur. Hein. Et il dit qu'on est dominé par là. Bon, c'est pas non plus très flatteur. Bon. Mais il y a une vérité de cette espèce de relativisme. Il y a une vérité de ce qu'on pourrait appeler le galiléisme. D'une certaine façon, ce que Pascal met constamment en place, c'est l'extrême diversité, l'extrême variété des points de vue. Il n'y a pas un point de vue qui nous permette d'une certaine façon de stabiliser l'ensemble des points de vue. Et d'une certaine façon, c'est un héritier très direct du galiléisme. Et ce qu'essayait de faire Galilée en physique, c'était de montrer qu'à travers toutes ces contradictions, on pouvait peut-être néanmoins fabriquer quelque chose qui serait une loi, qui me donnerait en quelque sorte l'idée de toutes ces variations. Il y a chez Pascal exactement, qui d'ailleurs admirait Galilée, il a osé le dire, lui, d'une certaine façon, hein, contre les églises, contre le pape, hein, et contre les jésuites, entre parenthèses, puisque dans la lettre 18 des provinciales, il est vraiment question de ça. Tout à fait, et on en parlait hier d'ailleurs avec Gérard Ferrol. Pascal n'est pas plus géocentriste qu'héliocentriste d'ailleurs. Il est anticentriste. Non, il pense simplement que l'Église n'a pas à prendre particulièrement, n'a pas à dire un mot d'autorité sur une question qui ne se tranche pas par l'autorité. Simplement, le galiléisme peut avoir ses faiblesses, et aux yeux de Pascal, effectivement, il n'est pas particulièrement partie prenante dans le galiléisme, mais néanmoins, le galiléisme lui permet de représenter très exactement notre condition, le relativisme, et en même temps une perspective de dépassement de ce relativisme. Ce qui est extraordinaire, c'est quand il dit l'emploi du vocabulaire pascalien. Enfin, l'imagination, donc une superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, et qui établit dans l'homme une seconde nature. Et de l'autre côté, si deux côtés il y a, une raison dont il dit « elle a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses ». C'est étonnant d'entendre le cri de la raison. En général, la raison, c'est ce qui met un terme à tous les cris, justement. Elle a beau crier, oui, elle est obligée de crier. Et la raison qui crie, le hurlement de la raison, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoutez, là vraiment, vous me posez une colle. Je ne sais pas exactement pourquoi la raison crierait d'une certaine façon, mais ce qui au moins m'intéresse beaucoup, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre le prix aux choses. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la valeur des choses lui échappe. Enfin, c'est l'objet de l'imagination, la valeur des choses, finalement. Oui, mais comment dire, on voit bien qu'un certain nombre de choses ne lui échappent pas. Par exemple, elle peut prendre des points de vue qu'elle essaye de fixer d'une certaine manière. Elle essaye de trouver des lois. C'est exactement ce qui se passe en physique ou en mathématiques. Mais d'une certaine manière, énormément de choses lui échappent, et notamment par exemple en morale, où il y a énormément d'auteurs qui ont parlé de souverains biens qui sont très divers, y compris chez le même auteur parfois, où Pascal dit il y a 270 souverains biens. 280 chez Montaigne. Voilà, chez Montaigne. Hein. Et il le dit plus tard. Néanmoins, il faut faire son choix. Bon, il faut faire un choix. Et comment le faire? Et c'est là où la raison, à la fois, est sollicitée. C'est elle qui devrait pouvoir dépasser cette extrême pluralité, et en même temps, eh bien, elle a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va nous sortir d'affaire dans les questions de morale. Et en revanche, ce qui attribue du prix aux choses, alors on n'est toujours pas dans la morale, bien sûr, mais enfin, ce qui met du prix aux choses ordinairement, au quotidien, et ce qui permet d'ailleurs au pouvoir cette usurpation nécessaire chez Pascal, cette inévitable usurpation chez Pascal, ce qui permet au pouvoir de se maintenir, c'est l'imagination. On va entendre justement, Jean-Pierre Clairaut, une pensée qui le dit et avoir votre sentiment dessus ensuite. Qui dispense la réputation?
Qui donne le respect et la vénération aux personnages, aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante? Combien toutes les richesses de la terre insuffisantes sans son consentement? Ne diriez-vous pas de ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple, se gouverne par une raison pure et sublime, et qu'il juge des choses dans leur nature, sans s'arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des faibles? Voyez-le entrer dans un sermon où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de sa raison par l'ardeur de sa charité. Le voilà tout prêt à louir avec un respect exemplaire. Que le prédicateur vienne apparaître, que la nature lui ait donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé, si le hasard l'a encore barbouillé de surcroît, quelque grande vérité qu'il annonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur. Alors voyez, l'imagination est passive d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est ressentie de manière inconsciente, on est mené en quelque sorte par elle, mais il y a évidemment moyen de l'utiliser. Il y a évidemment moyen, d'une certaine façon, de fabriquer cette espèce de passivité chez les autres. Et ce que Pascal montre, je crois, excellemment à propos de l'imagination, c'est qu'on peut, en quelque sorte, fabriquer de la fiction, on peut fingerer, on peut faire de... Feindre, au sens étymologique du terme. Oui. Et c'est très exactement ce qui se passe. Là, on atteint le monde politique qui, d'une certaine manière, devient... Ne repose que sur cette fiction, c'est-à-dire que sur cet art de forger, voilà, finalement, un être dont la majesté est forcément une majesté d'emprunt. Il faut faire croire qu'il y a de la puissance. Bon. Et il faut faire croire que jamais le peuple ne peut être ne peut être moins fort que ceux qui s'appellent les puissants. C'est complètement impossible. La force est bien de ce côté-là. Mais tout l'art du politique est d'essayer en quelque sorte de montrer que la force est exactement de son côté. Et donc, il s'agit de travailler sur l'imagination pour obtenir cet effet de la feinte, dont il était question dans le passage. Alors, on va en parler beaucoup vendredi, quand on va aborder avec Christian Lazzeri la question de la politique de Pascal. Mais juste quelques mots, on comprend à vous entendre le rôle crucial que joue l'imagination dans la politique de Pascal, et de façon générale, d'ailleurs, dans la politique, c'est-à-dire dans l'idée que le pouvoir, bien souvent, repose sur la représentation du pouvoir. Très rapidement, Jean-Pierre Clairaut, on s'éloigne un petit peu de l'imagination, mais pas tant que ça. Vous vous souvenez des 3 discours, évidemment, sur la condition des grands. Le début du premier discours. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi, qui s'était perdu. Ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D'abord, il ne savait quel parti prendre, mais il se résolut enfin de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu'on lui voulut rendre, et il se laissa traiter de roi. Et de cette mésaventure, de cette histoire shakespearienne, Pascal tire la conclusion que de toute façon les puissants usurpent la place qui est la leur, mais ils ne doivent pas le faire savoir. Ils doivent spéculer sur l'imagination humaine, et c'est de cette façon que Pascal répond à l'énigme de la Boétie, sur la servitude volontaire. Il faut que ce pouvoir reste inconscient. Il ne faut pas que, d'une certaine façon, on s'aperçoive de cela. Et là, l'imagination est évidemment tout à fait aliénante pour celui qui la ressent, mais cette aliénation est tout à fait quelque chose dont on peut s'emparer si on veut en obtenir un résultat. Au fond, de même que le scientifique, le savant, peut utiliser son imagination pour produire un certain nombre d'effets, le politique, par d'autres moyens, peut exactement obtenir des effets en utilisant effectivement cette inconscience de l'imagination. Mais alors ce magistrat vénérable, la vénération qu'il inspire, ne repose que sur son allure. L'imagination, c'est ce qui fait que l'habit fait le moine. C'est ça, ce sont les cordes du respect, comme il dit à certains moments, c'est-à-dire que le respect a ses cordes. D'une certaine manière, il lie effectivement les hommes les uns aux autres. J'imagine que les autres pensent que cet homme est puissant. Imaginant cela, je me conforme d'une certaine façon à ce que je crois être le fait de ce qui se passe chez les autres, et ainsi se forme quelque chose qui ressemble à une puissance politique. Par la fiction, effectivement, il y a quelque chose qui est purement fictif et imaginaire dans cette puissance politique. Ce qu'on peut comprendre ici, ce sont aussi les mécanismes par lesquels, et on va laisser là ensuite la philosophie politique, mais enfin quand même, ce qu'on peut comprendre aussi, ce sont ici les mécanismes donc par lesquels un dictateur, un tyran,
tyran, donc assoit son autorité, qui sont également les mécanismes par lesquels il peut perdre cette autorité. Il lui suffit de sortir sans apparat, sans sceptre, sans menton de Mussolini, sans perruque de Louis XIV ou sans treillis de Fidel Castro. Parce que Pascal montre bien tout de même que le roi n'a pas tellement besoin de se farder, à la différence du magistrat. Il lui suffit de montrer des janissaires, il lui suffit de s'entourer d'une vingtaine de milliers de soldats. Et effectivement, il montre tout d'un coup la force. Certes, cette force est complètement insuffisante normalement devrait être insuffisante pour terroriser le peuple, mais alors c'est là où l'imagination prend la relève et le peuple est réellement terrorisé par cet être entouré par des soldats. Jean-Pierre Clairaut est avec nous dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à Pascal, et c'est aujourd'hui de l'imagination que nous parlons. Jean-Pierre Clairaut qui enseigne la philosophie à l'Université de Rouen, et qui est notamment l'auteur d'un livre sur Pascal, figure de l'imagination, paru aux Presses universitaires de France en 1994. On vient d'évoquer avec vous, Jean-Pierre Clairaut, à partir de la théorie pascalienne de l'imagination et des simulacres, quelle fin, au sens étymologique du terme, quelle forge. On vient de parler du sceptre des puissants, de l'apparat des dictateurs. Restons un peu dans le même sujet, encore que, on avance un peu, on chemine, et passons au bonnet carré des médecins. C'est une pensée très fameuse de Pascal que nous interprète tout de suite Georges Claes. Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés, et des robes trop amples en 4 parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice, et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire des bonnets carrés. La majesté des sciences serait assez vénérable d'elle-même, mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire. Et par là, en effet, ils s'attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet, leur part est plus essentielle. Ils s'établissent par la force, les autres par la grimace. On dit assez peu, Jean-Pierre Clairaut, que Pascal est d'une ironie redoutable. Là, c'est le cas. C'est le cas d'un texte particulièrement ironique. C'est plus efficace que les médecins de Molière. Ce qu'il est en train de dire, oh, je ne suis pas sûr, parce que Molière est à la dure aussi. C'est de même nature. Exactement de même nature. Oui, c'est les Diafoirus. D'une certaine manière, les médecins ne savent rien. Bon. Mais ils font croire qu'ils savent quelque chose. Et d'une certaine façon, c'est un pouvoir social redoutable. Ils ont la possibilité, d'une certaine façon, de mener les gens où ils veulent par ce prétendu savoir. Il en va de même pour la justice. La justice est faite par des gens qui ne s'en soucient guère. On fabrique d'une certaine façon des lois. Sont-elles justes ou pas? C'est le cadet des soucis, d'une certaine façon, des gens de loi. Et de Pascal mais aussi, par d'ailleurs. Là, d'une certaine façon aussi, encore que la justice n'est pas absolument rien pour Pascal. Mais dans ce texte-là, il montre simplement au moins que les magistrats se servent simplement des textes, ce sont des techniciens des textes, et ils n'ont besoin d'une certaine façon que de l'illusion, que de faire illusion sur leur propre pouvoir. Alors que signifie le regret, par exemple, contemporain, qu'on peut avoir d'un magistrat, d'un avocat ou de quelqu'un qui occupe une fonction éminente dans la société et qui n'a pas la tenue conforme à cette position? Que signifie ce regret quand on dit tout se perd, de mon temps les magistrats avaient l'air de magistrats, de mon temps on avait la tenue de l'emploi et aujourd'hui c'est fini. Que signifie ce regret-là? Est-ce que c'est le regret d'être dupe? Peut-être faudrait-il être finalement assez sympathique pour les médecins d'aujourd'hui. Peut-être que, ayant gagné un petit peu de pouvoir... Ils en savent plus qu'à l'époque de Pascal. Ils savent un tout petit peu guérir quelques maladies. La pénicilline a fait quelque chose. Et un certain nombre de médicaments efficaces font qu'on ne meurt plus d'un certain nombre de maladies. Alors, il est possible que dès qu'un pouvoir réel existe, dès qu'une force réelle existe, d'une certaine façon, elle rend vaine tous les atours dont on peut essayer de masquer la réalité des choses. C'est ce qu'il est en train de dire, d'une certaine façon. Et il est en train de dire, par exemple, que les militaires qui ont, eux,
véritablement un pouvoir ne se soucie guère de l'apparat des magistrats. Dès que vous avez un pouvoir réel et qu'il existe pour de bon, si j'ose dire, eh bien il n'y a plus lieu de le dissimuler. Je veux dire, on peut très bien ou alors on peut sans doute encore d'une certaine façon le dissimuler, mais il faut dans ce cas distinguer nettement les masques et la force. C'est ce qu'il fait, je crois, très très bien dans ce texte. Alors aujourd'hui, effectivement, les médecins ne se masquent plus, les avocats non plus. D'ailleurs, ils se déguisent encore, mais l'essentiel de leur métier n'est peut-être plus de plaider. Leur métier a changé de nature. Ayant changé de nature, ils deviennent plutôt des conseillers d'entreprise ou des choses comme ça. Bon, ils ont plutôt ça à faire. Et peut-être, d'une certaine façon, faisant plutôt ce métier-là, ils n'ont pas tellement besoin de se déguiser, si j'ose dire. Dès que le déguisement est inutile, eh bien, ma foi, il tombe de lui-même. La mort, dit Pascal, dans une pensée qu'il intitule Divertissement, comme bien d'autres d'ailleurs, la mort est plus aisée à supporter sans y penser que la pensée de la mort sans péril. Voilà le divertissement. C'est-à-dire qu'on peut, si on ne pense pas à la mort, d'une certaine façon, eh bien, tout se passe comme si elle n'était pas. Là, on voit bien toujours ce pouvoir de l'imagination. Et ça, c'est l'imagination qui est à l'œuvre. L'imagination, c'est ce qui fait qu'on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. On peut ne pas... On n'y croit pas, on y croit sans doute, mais je veux dire, on n'a pas lieu on peut faire en sorte de n'y pas penser. Et ne pas penser à la mort a une redoutable efficacité. D'une certaine façon, on est en train de discuter là, tout de suite, sans bien se rendre compte que peut-être qu'on peut mourir ce soir. Mais on... je dirais pas qu'on n'y croit pas, on sait bien ça, comme on sait que 2 plus 2, ça fait 4. Mais en même temps, ça n'a pas de poids sur nous, ça n'a pas une réalité très profonde. Mais justement, Jean-Pierre Clairaut, la mort n'est pas un syllogisme. Si je vous dis tous les hommes sont mortels, or vous êtes un homme, donc vous êtes mortel, et moi-même, ça ne vous émeut pas beaucoup, ça devrait vous accabler. Est-ce que c'est l'imagination qui est à l'œuvre à cet instant? Je parle de vous, comme de tout le monde d'ailleurs. Dans la mort d'Ivan Ilitch, dont on reparlera d'ailleurs dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, on consacrera une émission à Jean Kelevitch et à la lecture qu'il fait de ce texte de Tolstoï. Dans la mort d'Ivan Ilitch, à un moment, Ivan Ilitch dit il avait bien appris à l'école que j'ai bien appris à l'école que tous les hommes sont mortels, or Caius est un homme, et donc Caius est mortel. Oui, mais moi je suis pas Caius. Non, il n'est pas Caius. C'est l'imagination, c'est ce qui fait qu'on n'est pas Caius. Il essaye d'une certaine façon de trouver des raisons à sa mauvaise santé. Il ne sait pas d'ailleurs ce qu'il a. Les médecins d'ailleurs, eux non plus, ne savent pas ce qu'il a. On suppose en regardant, en lisant le texte, qu'il a quelque chose comme un cancer, mais au fond, il ne le sait pas. Il ne veut pas tellement le savoir. Ce qu'il veut, c'est une explication. Le divertissement, c'est très exactement ça. C'est-à-dire que Ivan Ilitch ne se fait aucune illusion sur sa mort, et pourtant, tout le reste de son agonie, tout le temps qu'il sépare de sa mort, va être utilisé, en effet, à créer des masques, faire en sorte qu'il ne sache pas ce qui lui arrive, et il ne veut pas vraiment savoir ce qui lui arrive. Ou alors il lui est insupportable de n'avoir pas le choix. De n'avoir pas le choix que d'être face à ça, justement, à l'éminence de la mort. Tous les gens qui l'entourent savent qu'ils vont mourir eux-mêmes, mais ils s'en fichent. Et ils savent aussi que Ivan Ilitch va mourir, c'est plutôt ça qui se passe, alors que lui ne veut pas le savoir. Alors revenons à l'imagination chez Pascal, hein. En fait c'est la même affaire. On ne quitte pas, non, c'est tout à fait le même problème. C'est le même problème, revenons à l'imagination chez Pascal. On pourrait peut-être résumer l'imagination pascalienne par 2 principes de fonctionnement, c'est ce que vous faites, hein, Jean-Pierre Clairaut. Oui. Le premier, c'est nous prendre nous-mêmes comme centre ou comme norme, se prendre soi comme la mesure des choses qui nous entourent, n'est-ce pas, sans comprendre la disproportion qui nous en éloigne. Hein. On a lu hier la pensée sur la connaissance générale de l'homme, cet écart, cet abîme qu'il y a entre ce que je suis et ce qui est, et cette folie qu'il y a à confondre les deux. Bon, l'imagination est ici à l'œuvre. Et deuxièmement, nous projeter où nous ne sommes pas, tant spatialement que temporellement. De là, toutes les pensées de Pascal sur le fait que, espérant d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. C'est ça, vous dites très très bien les deux éléments de cette imagination. C'est vous qui les avez écrits. À la fois se centrant effectivement sur soi, sur un soi qui est parfaitement imaginaire, qui n'a aucune espèce de réalité, et puis la projection, effectivement. La projection qui fait que j'occupe des lieux que je n'occupe pas réellement. Par exemple, là c'est une idée sur laquelle il revient vraiment constamment et avec toutes sortes de variations, y compris lorsqu'il s'agit par exemple du langage. C'est-à-dire que je peux très bien écouter des mots qui sont dits par quelqu'un d'autre et
avoir les mêmes mots que cette personne, rien, absolument rien ne me garantit qu'on pense exactement la même chose en les écoutant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position qui me permette de dire d'une certaine façon que on entend exactement la même chose, que l'on comprend exactement la même chose, alors que les signifiants sont les mêmes. Et moi-même, par rapport à moi-même, Jean-Pierre Clairaut, vous êtes professeur de philosophie, vous connaissez trop bien cette expérience que font tous les professeurs de philosophie, qui est d'enseigner des choses vertigineuses avant de reprendre une existence, si j'ose dire, ordinaire ou quotidienne. Oui, tout à fait. C'est la même chose. Quand on parle dans ces cas-là, on n'est pas non plus concerné par ce qu'on raconte, bien souvent. Bien souvent, c'est le cas, oui. C'est-à-dire qu'on peut faire fonctionner des discours. Est-ce qu'on les habite véritablement, ces discours ? C'est une autre affaire. Et d'ailleurs, le vrai chez Pascal ne s'obtient jamais que de manière apagogique, c'est-à-dire tout à fait à l'envers. On va vers le vrai, il n'y a pas d'évidence. Le vrai n'est pas l'évident. C'est toujours quelque chose que l'on peut poser, au fond, sans en avoir une compréhension directe. On comprend mieux ce que c'est que le faux, en prenant le contre-pied, si j'ose dire, de ce faux, qu'en essayant de dire directement ce que c'est que le vrai. Il n'y a pas de possibilité de dire directement le vrai. Et c'est partout le cas, je veux dire, aussi bien en mathématiques qu'en philosophie et partout ailleurs. Ce qui laisse d'ailleurs très bien une place au discours religieux. Au fond, le discours religieux est tel qu'il est pour moi une énigme. Néanmoins, il peut me concerner comme être de raison. Je peux essayer de m'emparer de ce discours, d'en faire quelque chose, parce que il est en relation plutôt apagogique d'une certaine façon avec nous-mêmes. On ne va pas directement au vrai. C'est un discours indirect. Et il n'y a de vérité chez Pascal qu'indirect. On ne peut jamais aller directement à la vérité. En même temps, c'est peut-être un des points de rupture avec Descartes, peut-être, puisque chez Descartes, il y a une possibilité, au moins un des points, mais il y a une possibilité chez Descartes de dire quand même l'évidence. Le vrai est défini par l'évidence, même s'il y a une philosophie du fingere chez Descartes et de la fiction. On obtient aussi le vrai par la fiction, mais je crois que Pascal a peut-être mieux que Descartes mis l'accent sur ce point. C'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose qui éminemment se fabrique. Ça va même très loin chez lui, puisque la vérité est historique. C'est un de ceux qui a osé dire, d'une certaine façon, que la vérité, y compris la vérité religieuse, a une histoire. Mot très très rare au XVIIe siècle. Enfin, personne n'imagine que la vérité a une histoire. On peut aller plus loin d'ailleurs et dire il a dit qu'elle avait une histoire, oui, comme elle avait une géographie d'ailleurs. On peut considérer que ce qui est vrai ici peut être faux là-bas, et Pascal ne voit rien là-dedans qui contredise justement sa pensée ou qui se contredise soi-même. Mais je voudrais justement revenir sur cette comparaison avec Descartes. Il y a une chose que Descartes n'aurait pas pu dire, puisque Descartes n'aurait jamais pu raconter l'expérience que Pascal raconte quand il parle du plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut. On va revenir sur cette expérience et sur ce qu'elle signifie, le philosophe sur sa planche, le philosophe qui a peur. C'est un magnifique philosophème. Philosophème sublime, mais cette anecdote, l'histoire du philosophe qui a la trouille sur une planche parce qu'il est à 20 mètres de haut et il a beau être philosophe, il n'en a pas moins peur, cette histoire-là, Descartes n'aurait pas pu la raconter d'une certaine manière, parce que un philosophe qui pense la supériorité de la raison sur les passions n'est pas en mesure d'accorder son attention peut-être à une histoire de cette nature. Il faut avoir établi des limites à la raison pour être capable de raconter ça. Et alors, l'histoire du philosophe qui a peur alors qu'il est en altitude est une histoire, et ça c'est magnifique quand on travaille un peu sur les philosophes, est une histoire qui traverse les siècles, qu'on a retrouvée dans quatre textes. On en a gardé 3 ici. C'est d'ailleurs à Gérard Ferrérol et à l'édition de Philippe Sellier, annoté par Gérard Ferrérol, qu'on doit d'avoir retrouvé ça. Voici la version de saint Thomas de cette histoire, puis la version de Montaigne, puis la version de Pascal. Saint Thomas d'abord. Avicenne a soutenu que dans la production d'un effet quelconque, la matière est soumise aux substances séparées beaucoup plus qu'aux agents qui opèrent en elle par voie de contrariété. De là cette conclusion qu'en ce monde inférieur, l'intelligence de ces substances produit certains effets sans l'intermédiaire d'agents corporels, par exemple les pluies, la guérison des malades. Il en trouve un signe dans notre âme qui, si elle est d'une forte imagination, par une seule appréhension modifie un corps. Par exemple, quand un homme marche sur une poutre suspendue, il tombe facilement parce que sous l'empire de la crainte,
Il s'imagine qu'il va tomber, tandis qu'il ne tomberait pas si la poutre était à terre, car il n'aurait ainsi aucune chute à redouter. Et maintenant Montaigne. Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés qui soit suspendue au haut des tours Notre-Dame de Paris. Il verra, par raison évidente, qu'il est impossible qu'il en tombe. Et si ne se saurait garder, s'il n'a accoutumé le métier des couvreurs, que la vue de cette hauteur extrême ne l'épouvante et ne le transisse. Car nous avons assez à faire de nous assurer aux galeries, qui sont en nos clochers si elles sont façonnées à jour, encore qu'elles soient de pierre. Il y en a qui n'en peuvent seulement pas supporter la pensée. Qu'on jette une poutre entre ces deux grosses tours d'une grosseur telle qu'il nous la faut à nous promener dessus. Il n'y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher comme nous ferions si elle était à terre. Et enfin Pascal. Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut pour marcher à son ordinaire, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Je ne veux pas rapporter tous les effets. Qui ne sait qu'il y en a, à qui la vue des chats, des rats, l'écrasement d'un charbon, emporte la raison hors des gonds. Voilà 3 versions philosophiques d'une raison qui est hors de ses gonds, Jean-Pierre Clairaut. Oui, alors l'expérience du vertige, si je puis dire. Est-ce que la raison est capable, d'une certaine façon, de lutter efficacement contre le vertige? Avec la réponse qui est constamment non. Ce qui m'intéresse, moi, d'abord, ce qui est curieux, c'est que, d'une certaine façon, ce philosophème est en train de varier beaucoup. C'est pas du tout la même chose d'être sur une planche ou d'être accroché dans une cage. Accroché à une tour, mais il reprend l'exemple de la poutre ensuite. Ouais. C'est vrai qu'il reprend l'exemple de la poutre. Mais c'est pas tout à fait, il y a une variation qui se fait. Ce qui est très, très intéressant dans ce type de discours, c'est d'abord que c'est une expérience de pensée. Enfin, je crois pas qu'on ait accroché beaucoup de philosophes à des tours. Je crois pas qu'on leur ait demandé beaucoup de passer sur des planches d'une tour à l'autre, etc. C'est, au fond, on obtient un résultat uniquement en fabriquant une fiction, curieusement. On parle de l'imagination en fabriquant quelque chose qui est de l'ordre de la fiction. C'est assez étrange comment l'imagination, en quelque sorte, se critique elle-même pour, fabriquer les conditions d'une critique, d'une certaine manière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui surmonte la raison, c'est le corps, en l'occurrence. C'est le corps, c'est la trouille, le fait d'avoir peur, la peur irrationnelle, précisément irrationnelle, qui s'empare d'un homme qui, sur une planche sur laquelle il pourrait marcher s'il était à 1 mètre du sol, lui semble dangereuse parce qu'il est à grande hauteur. C'est l'élément irrationnel lui vient du corps ou de l'imagination. Enfin, ce qui surmonte la raison chez Pascal, c'est autant l'imagination que l'intuition divine que le corps. Oui, vous voulez dire qu'il y a une sorte de raison du corps qui fait que, d'une certaine manière, déraison du corps. J'ai peur par prudence, je ne voudrais surtout pas avancer sur une planche parce que de fait la menace de mort est tout à fait réelle. Bon, alors qu'elle n'est pas réelle à 20 cm du sol. Bon. Alors effectivement, mais ce que le projet, ce que veut dire, je crois, Pascal par là, ou les auteurs que vous venez de citer comme Montaigne, c'est qu'il est question au fond de jauger la puissance de la raison. Est-ce que la raison peut m'empêcher, d'une certaine façon, d'avoir peur et d'avoir le vertige. Est-ce que la raison est un remède au vertige? Elle ne peut pas être un remède au vertige. C'est ça le point. Et on comprend assez bien chez Pascal, on comprend pourquoi c'est pas possible. C'est qu'elle-même est issue, d'une certaine façon, de cette imagination. Il lui est très très difficile de fabriquer une espèce de contre-imagination. Elle est issue, d'une certaine façon, de cette imagination. Alors, j'aurais peut-être un deuxième commentaire à faire. J'ai beaucoup aimé cette suite que vous faites en repérant comme ça la question du vertige, en regardant la planche, etc. Ces philosophèmes traversent constamment les pensées de Pascal. Il y a par exemple l'idée du fleuve, l'idée du bateau qui vient par exemple d'Aristote, qui passe par Descartes, qu'on retrouve véritablement tout le long chez Galilée. Bon, on retrouve des thèmes ainsi tout le long, d'une certaine façon, de l'histoire de la philosophie, et on pourra en tracer des fils. On voit que les pensées sont comme traversées par
par des fils de philosophème. Des fils qui sont comme les cordes qui maintiennent, qui maintiennent le respect, les cordes de l'imagination dont parle Pascal. Merci Jean-Pierre Clairaut. Une phrase de Pascal peut-être pour terminer cette émission. Il ne faut pas se méconnaître. Nous sommes corps autant qu'esprit. Et de là vient que l'instrument par lequel la persuasion se fait n'est pas la seule démonstration. Voilà peut-être la leçon du vertige. Merci Jean-Pierre Clairaut. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à Rouen, que vous êtes l'auteur notamment de 2 ouvrages sur Pascal. Pascal, figure de l'imagination, aux presses universitaires de France, paru en 1994. Et plus récemment, donc, une synthèse sur Pascal aux éditions Atlande. Demain, mercredi, c'est la suite de cette semaine qu'on consacre à Blaise Pascal dans Les Nouveaux Chemins. Je recevrai Laurent Thirouin, auteur du livre Le hasard et les règles, le modèle du jeu dans la pensée de Pascal. Et on viendra parler de l'épisode fameux du pari pascalien. À la technique aujourd'hui, c'était Ariane Herbet. À la réalisation, François Connac. Assistante et quel travail, Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Léa Venster.